Politburo affirme que le développement scientifique et technologique, de l'innovation et de la transformation numérique est un choix obligatoire du Vietnam. La visite d'État du roi Philippe de Belgique, accompagnée d'une délégation belge de haut rang, revêt une grande signification pour renforcer les relations bilatérales. Rencontre avec un groupe de rock japonais qui vient de donner 2 concerts à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville pour faire découvrir les tambours traditionnels taiko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général To Lam a présidé aujourd'hui une réunion du bureau politique et du secrétariat du parti sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique. Prenant la parole lors de la réunion, To Lam a précisé que le développement des sciences, technologies, de l'innovation et de la transformation numérique était un choix obligatoire, le seul moyen pour développer le pays et d'améliorer la vie de la population. Le leader du parti a demandé au comité du parti du gouvernement de continuer à compléter le rapport pour servir au 11e plénum du parti et du 13e mandat. Il a souligné que ce rapport jouait un rôle très important, contribuant à une compréhension complète et approfondie de la résolution numéro 57 du bureau politique. Le président Lương Cường a accueilli aujourd'hui à Hanoï le roi Philippe de Belgique et une délégation belge de haut rang en visite d'État au Vietnam. Il s'agit de la première visite d'État au Vietnam du roi de Belgique depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1973 et suite à la cérémonie d'accueil, les 2 parties se sont entretenues. Le président Lương Cường a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la Belgique et souhaitait renforcer la coopération multiforme dans tous les domaines. Tout de suite, compte rendu. La Belgique est un pays membre important de l'Union européenne. La visite d'État du roi de Belgique constitue une étape historique importante et ouvre une nouvelle page dans les relations amicales entre les 2 pays. Lors de son entretien avec le président Le Nguyen, le roi Philippe a exprimé sa joie de se rendre à nouveau au Vietnam après 3 visites précédentes en tant que prince héritier. Il a réaffirmé l'importance du rôle et de la position du Vietnam dans la région Asie-Pacifique. Les 2 dirigeants ont discuté des principaux axes de coopération afin d'approfondir l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Belgique. Ils ont convenu de se coordonner et se soutenir mutuellement au sein des forums et organisations internationaux, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, lorsque les 2 pays en seront membres pour la période 2023-2025. Concernant l'économie et le commerce, pilier important des relations entre le Vietnam et la Belgique, le président Le Nguyen a suggéré à la Belgique de ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam EVIPA afin de promouvoir des relations d'investissement équitables et mutuellement avantageuses entre les entreprises des 2 pays. Lương Cường a aussi exhorté la Belgique à inciter la Commission européenne à lever prochainement son carton jaune sur les exportations vietnamiennes de produits de la pêche dans l'Union européenne. Le roi Philippe a souhaité que les entreprises belges accroissent leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines des hautes technologies, des énergies renouvelables, de la transformation numérique et des infrastructures stratégiques. Les 2 dirigeants ont souligné l'importance de la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique sur l'agriculture, notamment l'agriculture intelligente. Le président Le Nguyen a remercié la Belgique pour l'attention qu'elle porte à la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant sur son sol. Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun,
Les deux parties ont insisté sur le règlement pacifique des différends en mer orientale sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982. Après leur rencontre, les deux dirigeants ont assisté à la remise de documents de coopération dans des domaines des sports, de la résilience au changement climatique, l'investissement et le commerce. Le secrétaire général Tolom a reçu cet après-midi à Hanoï le roi Philippe de Belgique et la délégation de Oran-Belge. Tolom a apprécié l'importance historique de la première visite du roi de Belgique depuis l'établissement des relations diplomatiques. Le roi de Belgique est accompagné d'une centaine de hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise, universitaires et instituts de recherche. Le leader du PCV est convaincu que cette visite créera un nouvel élan pour approfondir et rendre plus efficace et substantielle l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Belgique. Et toujours dans le cadre de leur visite d'État au Vietnam, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont venus déposer des gerbes de fleurs en hommage du président Ho Chi Minh. Ils ont aussi visité la citadelle impériale de Thăng Long, un site emblématique qui incarne l'importance historique de la capitale millénaire du Vietnam. Les invités ont visité le site de fouilles archéologiques et les escaliers ornés de dragons de pierre de palais Kinh Thiên. Le couple royal belge a exprimé sa vive admiration pour la richesse culturelle et l'importance historique de la citadelle impériale de Thăng Long, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial en 2010. À l'occasion de la visite d'État du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique, Madame Elisabeth de Gries, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Monsieur Adrien Dolimon, ministre-président de la Wallonie, nous ont accordé une interview sur les potentiels de coopération entre les deux pays. Et selon les ministres, cette visite ouvrira une nouvelle voie pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans l'éducation, la santé et l'économie. Nous l'écoutons. Bonjour Madame Deris et bonjour Monsieur Dolimon. Bonjour. Merci d'avoir accordé votre temps pour cet entretien. La visite d'État belge au Vietnam sera une formidable opportunité de mettre en valeur le partenariat de longue date entre le Vietnam et la Belgique. Alors, à travers cette visite, quelles sont vos attentes quant aux perspectives de coopération entre le Vietnam et la Belgique en général et entre le Vietnam et la Wallonie-Bruxelles en particulier? C'est vrai que c'est l'opportunité d'abord de découvrir ce beau pays et puis de mettre en valeur nos collaborations à toute une série de niveaux et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, particulièrement évidemment les coopérations et les collaborations au niveau universitaire. Pour nous, ça c'est vraiment important. Je reviens d'ailleurs de l'université de Hanoï, où on a pu souligner la bonne collaboration, par exemple, dans les masters diplômants en français, français langue étrangère, entre l'UC Louvain et l'université de Hanoï, et puis aussi les projets en interprétariat ou en tourisme. Nous, on a évidemment un focus particulier sur l'économie. On sait qu'on a énormément de talents en Wallonie, beaucoup de points communs aussi avec des recherches précises au niveau du Vietnam. Ce matin, j'étais au K Hospital pour vous montrer les technologies innovantes qui sont développées chez nous et voir les collaborations et peut-être les installations de technologies développées en Wallonie au Vietnam. Et donc, ça montre qu'il y a pas mal de points de convergence. La Belgique est un marché potentiel pour le Vietnam. Cependant, le chiffre d'affaires actuel des importations et exportations entre les deux pays n'est toujours pas à la hauteur des attentes. Alors, selon vous, Monsieur Dolimon, que doivent améliorer les deux pays pour renforcer cette coopération commerciale bilatérale? On a d'ailleurs une proposition d'un MOU qui est sur la table, qu'on est en train d'analyser avec l'ensemble des différents opérateurs pour voir un peu comment on pourrait améliorer les relations dans les deux sens, parce que c'est clair que c'est important pour nos entreprises d'être actives au Vietnam, mais c'est également important pour le Vietnam d'être actif en Wallonie. Donc aujourd'hui, on a pas mal de points d'intérêt communs.
avec des éléments de recherche, d'innovation. Je pense à tout ce qui est en lien avec les sustainability, donc tout ce qui est renouvelable, tout ce qui est aussi en lien avec l'agronomie. Donc ce qu'on doit surtout montrer, c'est expliquer ce qui existe, ce qui fonctionne bien et comment on peut avoir les meilleurs échanges. C'est tout l'objet de cette visite, c'est pouvoir justement tirer le meilleur des deux mondes. Selon Madame De Ries, dans les temps à venir, sur quels aspects les deux pays devraient-ils se concentrer pour intensifier la coopération bilatérale en matière des sciences, de l'éducation et de la culture? J'ai envie de rajouter la santé, puisqu'il y a beaucoup de collaborations académiques en matière de santé et pour nous c'est important de pouvoir continuer ces collaborations-là et de les intensifier. Je vais d'ailleurs demain visiter un hôpital psychiatrique pour les enfants, justement pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à collaborer. Et puis peut-être insister sur les programmes européens, Erasmus+ et Horizon Europe, qui sont des programmes que nous connaissons bien et ça nous permet, en collaboration avec les universités, d'ouvrir les accès pour les universités vietnamiennes à ces programmes-là. Je pense qu'il faut faire le lien avec la francophonie, puisque le Vietnam est très actif aussi au sein de la francophonie. Et donc pour nous, c'est important, évidemment, d'avoir des partenaires pour défendre la langue française, particulièrement à l'heure, par exemple, de l'intelligence artificielle. Encore une fois, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. À partir de ce mardi 1er avril, débute un recensement général sur les entreprises. Il s'agit d'une enquête annuelle du Programme national d'enquête et de statistiques visant à recueillir des informations sur les entreprises, les coopératives, les unions coopératives à l'échelle nationale. Le recensement général est destiné à la gestion, à l'évaluation et à la prévision de la situation socio-économique, à l'approbation des politiques et à la planification du développement de l'ensemble de l'économie de chaque localité. Le recensement dure jusqu'au 31 juillet 2025. Il sert également à calculer l'indice du PIB national. L'économie privée est la force motrice la plus importante, la force pionnière et le levier d'un Vietnam prospère. Cette affirmation devrait créer un nouvel élan et une nouvelle vitalité pour ce secteur économique ainsi que pour l'ensemble de l'économie. Le rôle de l'économie privée s'affirme de plus en plus. Le docteur Nguyễn Đình Cung est l'auteur de la loi sur les sociétés, de la loi sur les entreprises privées 1990 et l'architecte en chef de la loi sur les entreprises 1999. Ce sont toutes des lois importantes pour le développement économique privé. Le parti et l'État ont toujours des évolutions nouvelles et objectives de l'économie privée. Le discours directif du secrétaire général Thulam a changé la perspective sur l'économie privée. Il s'agit d'une vision dynamique, centrée sur le potentiel, le rôle et le fort développement de l'économie privée. On peut dire que c'est une période unique. Les entreprises privées jouent un rôle pionnier. Nous ne pouvons évidemment pas nier que ce domaine apporte une contribution très importante au développement économique et à de nombreux autres domaines. Après 40 ans d'innovation, issue d'un secteur méconnu, l'économie privée contribue aujourd'hui à 51% du PIB et à plus de 70% du chiffre d'affaires à l'exportation. C'est également une source majeure d'emplois et un leader dans la promotion de l'innovation et de l'application des technologies. Cependant, pour conserver son rôle de pionnier, l'économie privée a encore besoin de conditions supplémentaires, surtout lorsque l'espace institutionnel et politique pour ce secteur économique est devenu restreint. Nous espérons obtenir davantage de droits d'accès à des territoires qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux entreprises publiques ou aux entreprises d'IDE, comme l'accès aux ressources, au crédit ou à des domaines comme la logistique ou l'énergie. La suppression des réglementations légales, ainsi que de nombreuses lois et codes liés aux affaires, permet de créer des avancées et de supprimer les goulots d'étranglement. Dans un avenir proche, une résolution sur le développement économique privé sera publiée par le Politburo. Parallèlement à cela, des institutions et des politiques innovantes sont mises en place pour que ce secteur économique soit sur un pied d'égalité avec les autres composantes économiques dans l'accès aux ressources importantes, telles que le capital, la terre, les ressources humaines et la technologie. L'économie privée sera alors véritablement un levier pour un Vietnam prospère.
Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ce mardi matin, après plusieurs heures de recherche et de sauvetage, l'équipe de sauvetage de l'armée vietnamienne opérant à Naypyidaw, la capitale birmane, a récupéré un corps de victime enfoui sous les décombres. Et en même temps, l'équipe de secours du ministère de la Sécurité publique du Vietnam, opérant dans la ville de Zabu Tiri, en périphérie de Naypyidaw, a retrouvé et sorti le corps d'une victime. Et selon les autorités birmanes, le nombre de victimes du séisme pourrait dépasser les 3000. L'espoir de trouver des survivants dans les encombres s'anouvellent d'heure en heure et le nombre de morts s'alourdit. Les coopérations de secours sont actuellement compliquées par des coupures de courant, un manque de carburant et des communications instables. Au cours des dernières années, Hanoï a rénové de vieux immeubles d'appartements. Cependant, seulement 1,2% des projets ont été achevés et mis en service à ce jour. Récemment, les autorités de Hanoï ont approuvé une politique visant à augmenter la hauteur des nouveaux bâtiments du quartier résidentiel de Thành Công à un maximum de 40 étages. Ceci est considéré comme une étape importante dans la rénovation des anciens appartements. Hanoï prévoit de transformer d'anciens appartements de faible hauteur en quelques immeubles de grande hauteur. C'est le plan proposé par la capitale pour rénover 3 anciens quartiers résidentiels, Thành Công, Giang Võ et Ngọc Khánh. Hanoï se concentrera sur la réinstallation des résidents sur place sans autoriser la vente de nouveaux logements. Le contrôle de la croissance démographique est la tâche principale de ce projet. L'augmentation de la hauteur des bâtiments tout en réduisant la densité libérera du terrain pour les bâtiments commerciaux et de services. Selon notre proposition de conception actuelle, la zone réservée aux entreprises sera équivalente à la zone réservée au déménagement résidentiel. Une fois les plans finalisés, Hanoï établira des critères de sélection des investisseurs basés sur la capacité financière et l'expérience. En fin de compte, le choix du promoteur appartiendra aux résidents. Les investisseurs ne participeront que s'ils constatent des avantages tangibles. Les résidents comprennent que la rénovation d'immeubles anciens est bénéfique pour eux-mêmes et pour la ville. Cependant, chaque ménage a des besoins différents, certains sont financièrement stables, tandis que d'autres sont en difficulté. C'est pourquoi le gouvernement doit garantir une approche équilibrée qui profite à la fois aux investisseurs et aux citoyens. Les mécanismes d'autodétermination tels que les ajustements de zonage flexibles, les indemnisations complémentaires et l'aide au relogement sont essentiels pour surmonter les obstacles persistants. Cependant, ils posent également des défis importants en matière d'infrastructure et nécessitent une planification minutieuse et des solutions globales. Pour que ce quartier se développe véritablement en tant que pôle commercial et de services, il doit attirer un grand nombre de visiteurs et de résidents, créant ainsi un espace dynamique. Cela implique de moderniser les systèmes de transport et les infrastructures en phase avec le projet afin de maximiser le potentiel commercial du terrain. La question de la rénovation des anciens appartements est débattue depuis des décennies, mais de nombreux bâtiments délabrés risquent encore de s'effondrer en attendant des solutions politiques décisives. La mise en œuvre de mesures fortes et efficaces permettra non seulement d'accélérer le réaménagement, mais aussi de transformer le paysage urbain de Hanoï.
La jeune génération du Vietnam doit s'engager avec confiance dans le monde en emportant avec elle de vastes connaissances, des corps sains et des âmes riches de l'identité culturelle vietnamienne. Le secrétaire général To Lam a souligné cela dans l'article « L'avenir de la génération montante », affirmant que la jeunesse est la force motrice qui amène le pays dans une nouvelle ère. À l'ère du développement technologique explosif, le Vietnam connaît une forte croissance. Et dans ce processus, de plus en plus de jeunes Vietnamiens dotés d'intelligence, de courage et d'aspiration ont réussi à apporter la technologie vietnamienne au monde. Une vidéo enregistrée dans les rues de Dubaï montre les plaques d'immatriculation, la vitesse et les avertissements d'inondation. Tous sont reconnus et affichés en temps réel. Il s'agit d'un système de trafic intelligent appliquant l'intelligence artificielle et la technologie 5G développé par un groupe de jeunes ingénieurs vietnamiens. Ce projet peut rivaliser avec les grands groupes du monde. Nous avons prouvé la capacité de production du Vietnam et ses nouvelles capacités technologiques telles que l'IoT en atteignant les marchés internationaux. Nous en sommes très fiers. Nos produits sont comparés directement aux meilleurs fournisseurs mondiaux. Nous devons établir des normes strictes pour la qualité de nos produits. L'avantage des jeunes est qu'ils s'adaptent très vite, n'ont pas peur d'apprendre de nouvelles choses et sont prêts à relever des défis avec de grands concurrents dans la région et du monde. En plus de Dubaï, les entreprises vietnamiennes s'étendent au marché international, fournissant des solutions technologiques à des géants tels qu'Apple, Bosch ou Qualcomm. Les entreprises technologiques vietnamiennes sont des fournisseurs de solutions complètes. Les réseaux 5G pénètrent de plus en plus de nouveaux domaines et industries. L'expérience est nécessaire dans ce domaine et nous pensons que le Vietnam sera en mesure de le faire. Actuellement, le Vietnam compte plus de 51 000 entreprises de technologie numérique, dont près de 70% sont des jeunes ingénieurs, un avantage considérable dans la course technologique mondiale. Selon les experts, pour que les jeunes Vietnamiens puissent progresser, le Vietnam doit créer un corridor juridique et déployer de manière synchrone des mesures efficaces. Nous espérons concrétiser les politiques et les lignes directrices correctes de la résolution 57 du Politburo. Le pays a besoin de centres pour soutenir le développement des écosystèmes, de l'innovation et des startups afin que les jeunes puissent accéder à davantage de ressources humaines, de technologies et de finances. À l'ère numérique, les projets technologiques des jeunes affirment progressivement la position du Vietnam sur la carte du monde. Avec davantage de soutien politique et de ressources, les services de renseignement vietnamiens peuvent non seulement aller loin, mais peuvent également jouer un rôle important dans la révolution industrielle 4.0. Les tambours traditionnels taiko, le shamisen à 3 cordes et la puissante énergie rock sont les éléments qui ont créé le style du groupe de musique Batiholic. Ce groupe japonais, composé de 5 membres, vient de donner 2 concerts à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Après avoir joué dans 25 villes et 8 pays, il a habilement combiné des instruments traditionnels japonais avec une musique moderne et dynamique, laissant une profonde impression sur des publics de nombreuses cultures différentes. Nous le rencontrons tout de suite. Après 10 ans, Batiholic est de retour au Vietnam, continuant d'impressionner le public avec sa musique expérimentale. En utilisant des tambours taiko, des shamisen et des cymbales, le groupe a créé du rock, du heavy metal et de la musique trance. Ces artistes prouvent que les instruments traditionnels peuvent produire autant de puissance que les guitares électriques et des batteries modernes. J'ai étudié la musique lors des festivals traditionnels japonais.
Les tambours teco créent un son très fort, créant du rythme, en particulier dans les processions où tout le monde doit être synchronisé les uns avec les autres. La mélodie est très vibrante et peut être combinée avec le rock. La musique traditionnelle combinée à la musique moderne apporte un souffle tout nouveau. Ce style de musique est vraiment unique. J'ai été impressionné par la performance fougueuse des membres du groupe. J'aime aussi la façon dont ils portent des costumes traditionnels sur scène. J'ai été particulièrement impressionnée par la façon dont ces artistes ont dynamisé la foule. La musique a connecté tout le monde. Même si je ne comprends pas le japonais, la musique est une langue commune. Plus tard, j'aimerais bien utiliser la musique pour transmettre mes pensées et mes sentiments aux autres. Batiholik vient du japonais et signifie passion pour les tambours, exprimant l'amour intense du groupe pour les tambours taiko. Originaire du Kyoto, ce groupe s'est produit dans 25 villes à travers du monde, partageant sa passion pour la musique traditionnelle. Batiholik relie la musique traditionnelle à la culture pop contemporaine. C'est un excellent exemple de la manière dont le Japon tente de diversifier sa culture à travers les instruments de musique traditionnelle. Nous espérons que le peuple vietnamien, et en particulier les artistes, sera inspiré par cette performance, reliant ainsi la culture traditionnelle vietnamienne à l'art contemporain. Le défi réside dans le fait que si trop de personnes modernisent la tradition de la même manière, celle-ci peut devenir répétitive. La clé est de trouver un équilibre, respecter les valeurs traditionnelles tout en tenant compte des goûts et des perceptions du public contemporain. Avant qu'une collaboration puisse avoir lieu, les artistes de chaque pays doivent faire des efforts pour créer des produits musicaux populaires. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons des conditions favorables aux échanges culturels. Fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.